Bonjour à tous. Donc, après cette journée qui est déjà bien riche en perspectives d'usage en modulation intraparcellaire, l'idée c'était de faire le point sur qu'est-ce qui est utilisé vraiment sur le terrain aujourd'hui en termes d'usage de modulation. Donc c'est une étude qu'on a fait dans le cadre de l'Observatoire, un des projets de la chaire qui a été cité ce matin. Et ça fait 3 mois là qu'on travaille sur cette thématique-là. Donc je dis on parce qu'on travaille avec Marie-Lix Oudot qui a réalisé cette étude avec moi. Et je voulais commencer par déjà vous présenter un petit chiffre qui a été édité par Ternet, qui nous a fait la gentillesse de nous publier ce petit sondage en ligne. Vous l'avez peut-être déjà vu, donc c'est tout récent, ça date de la semaine dernière, où ils ont posé la question donc à leurs lecteurs, est-ce que vous avez recours à la modulation intraparcellaire ? Et donc je pense que ce chiffre est assez éloquent, c'est-à-dire quand on interroge un petit panel d'agriculteurs, on voit déjà 2 choses. C'est déjà qu'il y a une majorité d'agriculteurs qui répondent non. Et l'autre aspect intéressant, donc, c'est qu'il existe des modulations. On parle de modulation automatique et on parle de modulation manuelle. Et en modulation automatique, on est sur à peu près 10%. Donc de ce petit sondage qui a été fait aussi l'année dernière, et on avait en gros les mêmes tendances, on s'est dit, ça c'est un échantillon, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment sur le terrain ? Est-ce que c'est représentatif ou pas ? Et puis qu'est-ce qu'on entend par modulation manuelle ou modulation automatique ? Donc déjà, modulation, de quoi parle-t-on ? On a déjà bien dégrossi le sujet ce matin, mais je voulais revenir sur le cercle que nous a montré Gilbert en début de journée, donc, que j'ai simplifié ici. Là, je vais vous parler exclusivement donc, de modulation et notamment d'un aspect de ce cercle de l'agriculture de précision que Gilbert vous a présenté. C'est-à-dire qu'on parle bien d'observation à partir de données diverses, issues de capteurs, d'images, etc., qu'on caractérise sous forme de carte. Et là, on va se focaliser sur, une fois que j'ai la carte en main, je suis agriculteur, est-ce que je l'applique ou pas à ma parcelle ? Parce que souvent, ce qu'on imagine, c'est que ce qu'on a vu d'ailleurs ce matin, c'est que déjà, c'est pas évident de produire une carte à partir de données, de produire une carte qui soit pertinente dans le contexte de l'exploitation agricole, mais en plus, c'est pas évident d'utiliser cette carte. Et donc, on se focalise là sur la carte d'hétérogénéité de la parcelle pour l'opération culturelle. Qu'est-ce que j'en fais derrière ? Alors plus précisément, c'est pareil, c'est un schéma qui va vous rappeler quelque chose. J'ai la carte en main. La modulation, ça implique plein de choses. Ça implique la carte, donc déjà, est-ce que c'est d'actualité sur le terrain ? À partir de quoi je fais ma modulation ? Comment c'est fait ? Quels outils j'utilise moi pour moduler en termes de console, de géolocalisation, etc. Quelles cultures sont concernées aujourd'hui en France ? Est-ce que ça concerne toutes les filières ? On l'a vu ce matin, je pense qu'on avait déjà une partie de la réponse. Par qui c'est utilisé ? Qui concrètement réalise la modulation sur la parcelle tous les jours ? Et puis pourquoi faire ? Ça c'est pareil, on a déjà des éléments de réponse, mais on va essayer de voir ensemble quelles sont les proportions, les types d'usages qu'on peut avoir. Alors comment on a procédé ? Juste un petit point de méthodologie. Donc on a fait une phase amont, un peu de bibliographie, d'études des forums. On se rend compte que les agriculteurs se posent beaucoup de questions sur la modulation. Vous utilisez quoi ? Qu'est-ce qui est le plus pertinent ? Est-ce que c'est plutôt le satellite, les capteurs, etc. Comment vous faites ? Moi j'ai des problèmes de compatibilité. On voit qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur les forums. Et puis on a étudié aussi les rapports d'activités de coopératives qui sont en ligne, qui sont souvent riches en informations sur les services proposés, les offres, etc. Et on a ensuite approfondi cette étude bibliographique par des entretiens. Donc on a essayé de couvrir le plus d'acteurs possible de la filière. Cette étude n'est pas finie, donc si suite à cette présentation vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et on a réalisé comme ça une vingtaine d'entretiens auprès de coopératives, chambres d'agriculture, des fournisseurs d'images, des fournisseurs de matériel, de logiciels, également un réseau d'ETA, donc on verra un exemple par la suite, et puis on confrontait ces résultats à des experts, que ce soit recherche ou même journalistes. Et tout ça pour aboutir à l'état des lieux des usages. Donc première question, est-ce que c'est d'actualité sur le terrain ? Le petit sondage qu'on a vu en début de présentation semblait montrer que oui. Le premier angle d'attaque que j'ai choisi pour voir si c'était d'actualité sur le terrain, c'était déjà l'offre. J'ai dit que j'avais étudié les rapports d'activité de coopérative. On voit déjà des informations intéressantes sur ces rapports d'activité. Ici, j'ai présenté, suite à l'échantillon de coopératives que j'ai regardé, donc c'est vraiment un échantillon, c'est pas forcément exhaustif, mais c'est que déjà on voit des informations intéressantes. Donc là, j'ai présenté la proportion de coopératives qui proposaient des offres en modulation. En gros, pardon ? La souris. Ah, voilà, d'accord. C'est vrai que moi je vois, mais pas vous. Donc, la première chose, c'est qu'on voit qu'il y avait, en gros, la moitié des coopératives que j'ai étudiées proposent une offre en modulation. Donc, la moitié n'en propose pas, où j'avais pas d'informations. Et on voit qu'une bonne partie, quasiment la moitié, de la modulation, l'offre, c'est la fertilisation. On y est quasiment systématiquement. La deuxième offre que l'on voit, c'est la modulation de semis.
Et ensuite, l'autre information qu'on voit, c'est que la majorité des offres se font à partir d'images de télédétection. Donc c'est pour ça qu'on a plus d'offres d'aspect en bleu. C'est que la plupart de la modulation se ferait, d'après les offres qu'on voit, à partir d'images satellites, y compris en fertilisation, y compris en semis. Et le reste des données sources en fait, pour réaliser la modulation, ça serait des données du sol. Donc là, c'est l'offre, mais il ne suffit pas d'avoir une offre de modulation pour garantir son usage. On a essayé d'aller plus loin en interrogeant les coopératives pour voir, d'après elles, est-ce qu'il y avait vraiment un usage derrière. Donc juste pour que vous ayez une idée, voici l'échantillon de coopératives qu'on a interrogées. Donc forcément, c'est pas représentatif de tout le territoire qui est couvert, mais c'est en gros les différentes localisations. En gros, on a les grands territoires donc, qui concernent essentiellement les grandes cultures. Et on a obtenu ce type de résultat. Alors en fait, si on considère toute la surface agricole couverte par une coopérative, donc ça comprend toutes les surfaces agricoles de ses adhérents, on a identifié qu'en gros, en moyenne, on est à 20% du territoire qui a été piloté par un service de cartographie, que ce soit de la télédétection, que ce soit de la cartographie du sol, que ce soit de l'historique de parcelles, comme on l'a vu à l'instant. Ce chiffre varie énormément. Là, on est sur une moyenne de 20% de services cartographiés. Ça peut varier de 1 à 2% jusqu'à 40%. Donc il y a vraiment une hétérogénéité des coopératives, même si on est sur cette moyenne-là. Sur ce service cartographié, l'application de la modulation intraparcellaire derrière reste assez faible, puisqu'on a obtenu une moyenne de en tout 4% de la surface modulée par rapport à la surface totale de la coopérative. Et si on compare, ça fait à peu près 20% de la surface modulée sur le service cartographié au total. Là, c'est pareil, ce chiffre varie beaucoup. On est en gros de 3% à 15%. Donc, on voit qu'il y a quand même une marge de progression assez conséquente entre le service proposé par une coopérative dans cet exemple et la modulation effective sur le terrain. Une chose à savoir, c'est que là, c'est une moyenne qu'on a produite à partir d'estimations de témoignages, mais que cette information, c'était récurrent dans à peu près tous les entretiens. C'est difficile à voir. Beaucoup de coopératives étaient vraiment... elles donnaient leur estimation, mais avec beaucoup de pincettes, parce qu'il n'y avait pas assez de visibilité sur les usages derrière. Et notamment, donc, j'ai également identifié qu'il y avait deux types de modulation manuelle et modulation automatique. Là, c'est pareil, les coopératives elles avaient souvent une visibilité sur la modulation automatique, puisqu'elles sont sollicitées sur des questions de matériel, elles sont sollicitées sur des cartes, donc elles se disent, bon, ça veut dire qu'il y a de la modulation automatique derrière. Par contre, en modulation manuelle, c'était quand même encore assez flou. Ça, c'était le point de vue des coopératives. On a confronté avec le point de vue des fournisseurs de services. Et là, c'est pareil, ce qu'on a identifié, c'est que les fournisseurs de services n'ont pas vraiment de visibilité sur qu'est-ce qui est modulé derrière. Il y a des estimations, certains ont une idée plus précise que d'autres, mais la notion d'usage derrière reste assez faible. J'ai rappelé des chiffres de l'Observatoire, je fais un petit coup de pub au passage, des études produites l'année dernière où on a en télédétection plus d'1 million d'hectares qui a été télédétecté et environ 130 000 hectares de cartographie des sols qui a été réalisée jusqu'à l'année dernière. Sur la totalité des services de cartographie des parcelles, d'après les fournisseurs d'images, on est à environ 10% de la surface qui est modulée. Donc là, c'est pareil. Ça reste de l'estimation, mais on est toujours sur des estimations très larges et qui recoupent finalement le point de vue des coopératives. On voit que ces deux types d'acteurs, on semble avoir à peu près la même vision. Donc en gros, on va considérer moins de 10% des agriculteurs qui font de la modulation automatique en France. Et le point commun, c'est qu'on a peu de visibilité sur les usages. Donc je vais passer maintenant au reste des questions qui restent en suspens et qui ne sont pas des moindres. À partir de quoi, pour quelle culture et pour quels usages? Alors les usages, je pense qu'on l'a bien vu ce matin, le grand gagnant des usages de la modulation intraparcellaire, c'est la fertilisation, et surtout la fertilisation azotée, qui couvrirait environ la très grande majorité, je dirais même peut-être 3/4 des usages de la modulation. Les cultures concernées, là c'est aussi les céréales, avec le blé en grand gagnant, peut-être une très grande majorité des usages. Et puis sur les derniers rapports, on est vraiment sur de l'ajustation, de l'ajustement en cours de campagne du dernier rapport à apporter. Les sources de données en culture végétale, c'est vraiment le couvert, c'est-à-dire à partir d'images aériennes, que ce soit satellites en grande majorité, drones également, et puis des capteurs embarqués, parfois avec par exemple les hand sensors. Et quelle spécificité, donc pourquoi cet engouement pour la fertilisation azotée? Le facteur numéro 1, c'est la réglementation. Je pense que vous le saurez mieux que moi, qu'un agriculteur, la raison principale pour laquelle il souscrit ce genre de service, c'est pour avoir une dose moyenne, pour pouvoir être dans les clous au niveau réglementaire. Donc c'est un facteur numéro 1 d'adoption. Et puis la spécificité de la modulation de la fertilisation azotée, c'est vraiment la sensibilité à l'année, au contexte de la parcelle, à la pression maladie, etc.
Une autre spécificité de la modulation en fertilisation azotée, c'est le type d'application. Donc là, je ne suis pas experte, mais ce qu'on a identifié, c'est que c'est essentiellement de l'engrais sous forme solide, même si on voit aussi quelques usages en modulation en liquide. Et que l'azote, il peut être modulé seul, mais il est aussi souvent associé au soufre. Mais ça, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un usage qu'on a identifié. Donc le grand gagnant, la fertilisation azotée. Ensuite, en fumure de fond, on vient d'en parler, hein, c'est un usage plus faible, mais qui est en progression énorme. Et là, tous les acteurs qu'on a interrogés sont vraiment conscients de ce besoin, et on l'a bien vu. Où là, c'est plus hétérogène niveau culture. On est vraiment sur céréales, maïs, colza, et puis d'autres cultures qui vont vraiment des plus exotiques qu'on ait trouvées aux classiques, betteraves et pommes de terre, qui sont aussi liées aux coopératives qu'on a interrogées. Où là, les sources de données, pour le coup, c'est plutôt les données du sol, où on est sur l'analyse de l'historique, comme on vient de le voir avec, par exemple, les offres BIAPI, les paramètres géophysiques, conductivité, résistivité, et puis les capteurs embarqués également. Alors, je pense par exemple aux capteurs de rendement qui peuvent être aussi utilisés pour la modulation de la fumure de fond. Les spécificités ici, c'est surtout la sensibilité à la culture. Effectivement, chaque élément va être modulé différemment selon la culture qu'on va mettre en place. Et là, on le verra plus tard que c'est un peu un frein à l'application de la modulation, c'est que c'est vraiment du cas par cas, on est sur l'expertise agronomique, qu'on ne peut pas faire une offre standard qui aille pour tous les éléments et pour toutes les cultures. Et le deuxième élément spécifique de la modulation de la fumure de fond, c'est le fait que la modulation, pour l'instant, elle soit toujours par élément unique. On n'a pas de système de modulation unique pour tous les éléments NPK, etc. On est vraiment, à chaque fois, on va moduler en fonction de l'élément qu'on a en place. Troisième usage que l'on trouve à peu près équivalent à l'usage de la NPK et l'usage semis, c'est en gros équivalent, où là c'est pareil, donc on est sur des sources de données issues du sol, en gros les mêmes principes, et les cultures concernées sont plutôt Alors selon les cas, on a vraiment des différents points de vue, mais maïs, céréales et colza qui émergent. Mais ces usages sont encore en développement. On a aussi identifié plusieurs coopératives qui se disaient oui, on aimerait bien faire du semis, mais on a l'impression que ça n'existe pas encore, etc. Donc ça commence juste. Et les spécificités donc, sont également aussi évidemment la sensibilité à la culture qu'on va mettre en place. Et puis le coût de l'équipement, là ça ressort plus que pour les autres, où l'un des freins, pourquoi c'est pas encore vraiment développé, c'est que le semoir qui permet de moduler, c'est encore cher et c'est encore très spécifique. Alors y a-t-il d'autres usages ? Je pense ce matin on les a bien vus. Moi, ce que j'ai identifié, du moins ce qu'on a vu à travers les entretiens, c'est qu'il y a peu d'usages ou très faibles. En plus, c'est plutôt de la recherche du prototype en termes de produits phytosanitaires. On a parlé de fongicides, les régulateurs, ça commence. On n'a pas vu d'autres usages émergents que ces trois principaux qu'on a vus à l'instant. Par contre, un point qu'on a vu ce matin et qu'on a aussi rencontré dans nos entretiens, c'est qu'en vigne, il commence à se faire des choses, y compris en fertilisation, où là, les sources de données principales semblent être plutôt les capteurs embarqués type GreenSeeker, où on a vu des sociétés de conseil qui commencent à se développer sur cet aspect-là. L'une des limites qu'on a vues en vigne, et aussi on l'a vu ce matin, c'est que l'équipement n'est pas encore adapté et nécessite du travail derrière de réadaptation d'un matériel un petit peu vieillissant à de la modulation. Donc en gros, si je résume, l'usage de la modulation à partir de quoi ? Donc à partir de données satellites, drones, avions, de l'historique parcellaire, des capteurs embarqués, de données du sol à travers la résistivité et la conductivité. Les cultures concernées, céréales à paille essentiellement, mais aussi du maïs, du colza et les différentes cultures d'hiver. Et puis les usages principaux, c'est fertilisation azotée, un peu de modulation des autres éléments et puis de la modulation de semis. Alors j'ai laissé les deux questions comment et par qui parce qu'elles sont extrêmement liées entre elles. Je pense que sur ce schéma, on le voit, moduler concrètement sur le terrain, c'est pas simple. Ça nécessite d'avoir le bon conseil déjà de départ, ça nécessite d'avoir le bon matériel, ça nécessite que ce soit la bonne personne qui travaille sur le terrain, etc. Donc, qui sont les acteurs de la modulation et comment c'est utilisé ? J'ai essayé de synthétiser un peu le schéma, c'est pas le schéma exact, il y a toujours des cas particuliers, mais le gros schéma qu'on identifie, c'est qu'un agriculteur, pour moduler, il a affaire à un grand nombre d'acteurs, puisqu'il faut l'accès à la carte, donc qui se fait en général via une structure collective, coopérative, négoce, chambre d'agriculteurs. Donc, je vais aller vite là-dessus. Il a également un contact très fort pour la modulation avec le ou les concessionnaires, le ou les fournisseurs, que ce soit pour le matériel, le tracteur, la machine, l'antenne GPS, les différents capteurs qu'il peut y avoir. Il peut moduler lui-même, mais il peut aussi moduler
Ça peut être aussi le tractoriste qui va moduler, donc ça veut dire qu'il y a une interaction entre la carte, l'agriculteur et le tractoriste. Et puis de plus en plus se développe l'usage des CUMA et le rôle important des ETA, puisque certaines ETA se spécialisent d'ailleurs dans le service de modulation intraparcellaire. On aura un témoignage après, mais les ETA, on voit que l'offre de service majoritaire qui semble être proposée, c'est sur la fertilisation azotée et surtout à partir de capteurs embarqués. Donc, on voit plusieurs acteurs qui sont concernés dans la modulation, donc l'agriculteur au milieu de tout ça. Et on l'a vu ce matin, je reprends un peu la diapo de Gilbert, mais une des spécificités de la modulation, c'est l'importance de l'équipement. On l'a bien dit, on ne le redirait pas assez. C'est peut-être pas exhaustif, mais en gros, pour moduler, voilà, il faut un conseil, il faut un tracteur, il faut un ou plusieurs outils, puisque selon l'usage que j'en fais derrière, je ne vais pas avoir besoin du même outil, une ou plusieurs consoles. Selon certains témoignages, l'objectif n'est pas non plus d'avoir une console qui fait tout, puisqu'on a identifié que des agriculteurs souhaitaient avoir plusieurs consoles, de la même façon que nous, on veut avoir 2 écrans. Ça permettait aussi de gérer plusieurs choses en même temps et de pouvoir s'y adapter. Un système de géolocalisation, là pour le coup, on a identifié que l'URTK n'était pas obligatoire selon les usages, c'était plutôt système de géolocalisation global. Tout ce qui est ses compatibilités, donc on l'a aussi vu avec Isobus. Et puis aussi derrière, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. On a une phrase qui est revenue très souvent dans les entretiens, c'est l'agriculteur est équipé, mais il ne le sait pas. Potentiellement, il a tout ce qu'il faut, mais il n'est pas au courant qu'il peut faire ça, qu'il faut faire ci pour débloquer une option, etc. Et puis d'éventuels capteurs qu'il peut avoir en plus. Donc tout ça, tous ces équipements, ce sont potentiellement des freins techniques, puisque ça nécessite une complexité. Qui est-ce que je vais interroger? Qui va pouvoir me renseigner sur ça? Comment je vais l'utiliser? Et puis, voilà, comment je vais l'utiliser? Parce que ça se trouve, j'ai tout ce qu'il faut, mais je ne suis pas au courant, on ne me l'a pas dit, et je ne sais pas à qui m'adresser pour avoir l'information. Alors, un levier possible qu'on a identifié pour lever ces freins techniques, c'est aussi la modulation manuelle. On n'en a pas trop parlé, mais c'est vraiment quelque chose qui existe et sur lequel on n'a pas encore trop de visibilité, donc je voulais en parler un petit peu. Un des points à identifier, c'est qu'il existe des modulations manuelles. Et les acteurs, du coup, s'adaptent un petit peu à ça. Donc je l'ai dit, on a peu de visibilité sur quelle quantité d'agriculteurs fait de la modulation manuelle, mais on a identifié plusieurs cas d'usage. Soit des cartes imprimées que l'agriculteur module, ou alors le service qu'il a souscrit lui permet d'avoir un document papier, où il va adapter sa vitesse ou son débit ou autre chose à partir de son papier. Il existe des cartes sur smartphone ou tablette. Et puis, à partir de la console, ça peut être aussi directement appuyé plus ou moins en fonction de la console. Alors, ça pose la question, je reviens à la présentation de Bruno ce matin. Ça marche si on a des grandes zones. Mais si on est sur des toutes petites zones, le temps de réponse de la modulation derrière, ça peut faire que la modulation manuelle n'est pas forcément adaptée. Donc, derrière la modulation manuelle, ce qu'on a identifié, c'est que les livrables peuvent s'adapter puisque les fournisseurs sont en mesure maintenant de proposer des cartes simplifiées avec non pas 5 ou 6 zones ultra précises à moduler, mais 2 ou 3 zones qui vont permettre de s'adapter à la modulation manuelle. Alors pourquoi la modulation manuelle? Donc c'est un moyen de lever les freins techniques. C'est aussi un intérêt pour la démarche agronomique, tout simplement, une sorte de pré-modulation. Et puis justement tester la démarche de modulation avant d'aller plus loin. On a identifié que pour certains agriculteurs, c'était le moyen de voir un peu si ça leur allait, s'il y avait une valeur ajoutée derrière, et ensuite éventuellement d'aller en modulation automatique. Donc voilà, des livrables qui s'adaptent, puisqu'on a la possibilité d'avoir des cartes simplifiées, et puis le développement maintenant de supports qui permettent d'avoir des cartes simplifiées, par exemple sur smartphone. Donc voilà pour les usages de la modulation. Donc j'ai résumé là-dessus les principaux résultats. Et je voulais ensuite poursuivre sur ces entretiens qui ont permis d'identifier les principaux facteurs et freins à l'adoption. Donc c'est un peu une synthèse, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été vues déjà ce matin. Et je rejoins du coup les principales conclusions de ce qu'on a vu, c'est que le principal facteur d'adoption en termes de modulation, c'est vraiment d'approfondir une démarche agronomique. Et c'est souvent en fait confronter un ressenti de l'agriculteur. Souvent c'est vraiment, je sentais cette hétérogénéité, je sens ce que je peux faire derrière et aller jusqu'au bout de la démarche, pas seulement constater que j'ai des différences, mais aller jusqu'au bout de la démarche, c'est vraiment une démarche d'expertise. Le deuxième facteur d'adoption, c'est le facteur SI, puisque c'est l'économie d'intrants qui dépend du degré d'hétérogénéité de la parcelle, du niveau d'équipement déjà en place. Forcément, l'économie d'intrants, elle va être visible au fur et à mesure que je suis déjà équipée et que je ne dois pas m'équiper à nouveau pour pouvoir moduler. D'ailleurs, c'est un gros point. Les coopératives, souvent, font une grosse phase d'enquête. Est-ce que vous êtes équipé? Est-ce que vous avez renouvelé votre matériel? Quelles sont les questions que vous vous posez, etc.
L'économie d'intrants, ça dépend aussi des cultures qu'on a mis en place et forcément aussi du cours des marchés. Donc, ce n'est pas le facteur numéro 1 d'adoption, c'est celui qui est mis en avant, mais ce n'est pas celui qu'on a identifié comme principal. Un troisième facteur d'adoption qu'on a identifié, c'est le confort de travail, alors plutôt en termes de poursuite de démarches d'automatisation. Souvent, c'est j'ai un système de guidage, j'ai de la coupure de tronçon, du coup, je vais aller jusqu'au bout avec la modulation pour vraiment me libérer l'esprit et gagner en confort de travail. Et puis le quatrième aspect, et qui regroupe aussi ce qu'on a vu, c'est l'impact environnemental et puis l'image de l'agriculteur en termes de modernité. Ça va vraiment... et une autre façon aussi de voir le métier, puisqu'on voit que c'est une façon aussi de valoriser son métier et d'aller plus loin que de changer un petit peu son métier. Alors, quelques freins aussi à l'adoption, donc je ne vais rien vous apprendre. Je pense qu'un des freins qu'on a identifié, c'est évidemment les coûts, puisqu'on a vu plusieurs équipements nécessaires, des problèmes de compatibilité, des services à souscrire, etc., des difficultés à y voir clair sur le modèle économique modulé. Donc, ça implique acheter quoi, à qui, comment et quand. La filière est complexe, c'est le sens de mon petit schéma de tout à l'heure. C'est lié aux différents coûts, aux différents impacts qu'il peut y avoir. Et puis la variabilité des modèles économiques. Selon les structures qu'on a interrogées, à chaque fois, c'était des modèles différents. Donc encore de la difficulté à y voir clair. Deuxième frein, la communication entre outils, l'interopérabilité, on en a déjà parlé. Mais là, c'est pareil, c'est hétérogène. Selon certains, ce n'est plus un frein. Selon certains, c'est encore un vrai frein. Dans tous les cas, il y a un besoin d'accompagnement. Et c'est en fait lié aussi à un frein psychologique. L'idée de se dire dès le départ, ah mais si j'achète ça, il faut que j'achète l'abonnement et que la machine qui va bien avec et que je débloque toutes les options. Rien que ça, même s'il n'y a pas forcément de coût derrière, ça peut déjà être un frein en soi. Troisième frein un peu lié au précédent, mais c'est qu'il n'y a pas ou encore peu de solutions uniques. Les initiatives commencent, on en a cité des plateformes, BIAPI, même MindJundir qui développent des solutions, mais c'est encore peu, les solutions clés en main où on fait tout, c'est encore assez faible. Et puis les spécificités des usages, c'est aussi des freins, on l'a vu, pour moduler par élément en fertilisation, ça nécessite que je passe un passage par élément à chaque fois. Les cultures, elles vont avoir des besoins différents, donc c'est pas un élément miracle pour tout le monde. Donc c'est vraiment pas forcément de solution unique. Et puis aussi la variabilité des objectifs agronomiques selon chacun, selon chaque stratégie. Est-ce que je compense une baisse de rendement dans cet endroit-là ou est-ce que je valorise plutôt une zone qui a un potentiel de fort rendement dans une autre zone ? Il y a vraiment les différentes expertises agronomiques qui font que ça peut être aussi un frein à l'usage. Et ce qu'on a identifié aussi, alors c'est un constat qu'on a recueilli lors de nos entretiens, c'est qu'il reste un manque d'intérêt et de confiance dans le conseil. Donc là, on est un peu en amont de la phase. C'est déjà recevoir un conseil, il faut lui faire confiance. Quand un agriculteur a plusieurs conseils différents, il ne sait plus à qui il fait confiance, donc il va un peu lâcher prise. Et puis un manque d'intérêt, des fois où le but c'est juste d'avoir une dose que je peux dépasser en cas de contrôle et je m'arrête là. Donc on a vu quand même un manque d'intérêt et de confiance dans le conseil. Donc à retenir, donc quelques signaux faibles aussi qu'on a identifiés, dont je n'ai pas encore trop parlé, mais qui sont en filigrane, c'est ce besoin d'expérience utilisateur. On a encore vu que l'usage, le faible usage montre qu'il y a encore... c'est assez facile d'avoir maintenant une carte, du moins ça ne va pas dépendre de l'agriculteur, mais derrière, qu'est-ce qu'il en fait ? Il y a encore besoin d'accompagnement là-dessus. Et puis il manque encore... alors, moi je trouve qu'on n'a pas encore justement le petit cercle en rouge que j'ai mis ici, où on a le cercle de l'agriculture de précision, donc jusqu'à l'obtention de la carte ça va, jusqu'à l'application à la parcelle, on n'y est encore pas beaucoup, mais alors boucler la boucle, revenir sur, maintenant que j'ai modulé, qu'est-ce que ça m'apporte, quelle est la carte de rendement que j'ai eue, on n'y est pas encore, et du coup ça fait que les fournisseurs ne savent pas à quel point leurs outils sont utilisés, les coopératives ne savent pas vraiment non plus, et puis l'agriculteur il ne sait pas non plus trop à quoi ça lui a servi. Donc je généralise, mais on a encore l'impression qu'il y a peu d'informations sur les usages, les données de rendement sont encore peu exploitées, et qu'il y a peut-être encore des choses à creuser à ce niveau-là pour boucler la boucle. Et puis deux autres messages que je voulais faire passer, c'est sur la formation. On a identifié qu'il y avait encore, vu le nombre d'acteurs qu'il y a un besoin de formation sur tous les acteurs, que ce soit l'agriculteur, le tractoriste, les concessionnaires et les différents acteurs en fait, qui sont impliqués là-dedans, où ça nécessite du coup d'être vraiment d'être polyvalent sur le côté agro, le côté source de données, le côté communication entre outils, etc. Et puis le message, je l'ai déjà dit, mais la grande variabilité des modèles économiques, ça montre qu'il y a vraiment un besoin d'accompagnement
non seulement des agriculteurs, mais aussi des structures qui les accompagnent, puisque c'est vraiment pas évident, d'après les entretiens qu'on a eus, quelle est la meilleure offre que je peux proposer à un agriculteur pour qu'il fasse de la modulation et pour que ça soit viable. C'est vraiment des vraies questions qui se posent, et on a vu vraiment, c'était encore du cas par cas, et on était encore dans le flou sur les solutions proposées. Voilà, je vais les finir par juste pour un grand merci aux organisateurs et surtout à toutes les personnes qui ont répondu à nos entretiens. J'espère que j'ai oublié personne, mais si vous avez envie de témoigner, donc l'étude elle va être en ligne sur le site de l'Observatoire, et on est encore prêt à intégrer des retours. On n'a pas encore tout consolidé, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez témoigner. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'utilisation? Monsieur. Oui, alors plutôt un commentaire par rapport à ce que vous soulignez, c'est-à-dire qu'en termes de motivation, l'économie sur les intrants est souvent identifiée par les agriculteurs, et beaucoup moins la question des rendements et donc de la sécurisation ou de l'optimisation du chiffre d'affaires parcelle par parcelle. C'est quelque chose qu'on ressent énormément, alors que c'est vraiment là-dessus qu'on a un fort levier. Et donc ça appelle, pour le mettre en évidence, quand même un maximum d'interopérabilité, parce qu'effectivement, pour faire le lien entre les coûts des technologies qu'on a mis en œuvre, plus l'impact sur le post-intrant, et mesurer à la fin les effets en termes de rendement, c'est quand même beaucoup plus simple quand tout est regroupé à la fin sur une même plateforme, et qu'on peut faire ce bilan, cet audit de manière très simplifiée. Voilà. Et un dernier point de commentaire. Par les outils d'agriculture de précision, ça permet effectivement, on en a parlé déjà ce matin, de concentrer des moyens d'investigation et de rationaliser notamment par exemple, les analyses de sol, etc. Ce que ne voient pas généralement les agriculteurs, c'est qu'ils font quand même des analyses de sol, des fois mal gérées en termes de prélèvements, des prélèvements qui ne sont pas représentatifs. Alors ils font une seule analyse sur la parcelle, ils disent ça me coûte moins cher, mais pour une analyse qui finalement n'est pas fiable et ne sert sans doute à rien, c'est encore déjà beaucoup trop cher. D'autres questions, remarques? Non, pas a priori. Nina, c'est des chiffres au niveau français. Si on va au-delà des frontières, on constate quoi? Est-ce que vous avez des données? Alors, le problème, c'est qu'il n'existe pas d'observatoire à l'étranger. Alors, on n'a pas. Ce qu'on peut voir, c'est on fait de la veille sur les articles de recherche. Donc, ce qu'on peut avoir, c'est plutôt des tendances. J'ai pas de statistiques d'usage. Par contre, oui, il y a des pays. Nous, on n'est pas vraiment en avance. Plutôt les États-Unis, la modulation est vraiment présente. Et pareil, c'est les mêmes tendances. Fertilisation azotée en premier, autres éléments ensuite, et semis aussi. Alors après, il y aura peut-être d'autres personnes qui sauront mieux que moi. En Europe, ça commence à se développer. Enfin, ça se développe. En Angleterre, par exemple, c'est plus courant que chez nous. Par exemple, où nous, en France, c'est plutôt la coupure de tronçons, par exemple, c'est utilisé depuis longtemps, alors qu'en Angleterre, beaucoup moins que la modulation. Après, il y a d'autres pays, les pays en Allemagne, par exemple, ils font de la modulation beaucoup à partir de capteurs embarqués. Je crois que c'est le N-Sensor. Et puis d'autres pays, alors je ne sais pas si Bruno pourra compléter, mais au Brésil aussi, je crois qu'il y a pas mal de modulation qui est utilisée. Alors, une première remarque? Oui, effectivement, il n'y a pas d'observatoire international. Par contre, il y a une étude de l'USDA qui date de 2016 sur les usages aux États-Unis. Elle fait 150 pages, quelque chose comme ça. Une étude qui est vraiment intéressante, où on voit un petit peu tous les secteurs qui sont impactés avec des niveaux de modulation qui sont assez élevés. Et ils ont été même jusqu'aux aspects, on va dire, économiques et sociaux. Par exemple, le coût de la main-d'œuvre, aussi bien, on va dire, familial que salarié, et en particulier, le coût de la main-d'œuvre salariée est beaucoup plus forte lorsqu'on utilise ces technologies-là que lorsqu'on ne les utilise pas. Et ça, c'est vraiment un point maintenant aux États-Unis qui a été bien identifié. Merci. Guillaume Jarre, un complément? Oui, donc par rapport à l'Angleterre, les chiffres que j'avais il y a 2 ans, c'est qu'à peu près 25 à 30% de la SAU de l'Angleterre qui est aujourd'hui couvert par la modulation de fumure de fond, de semis et d'azote, ce qui représente à peu près sur à peu près 4 500 000 hectares de SAU aujourd'hui. Okay. Donc ils sont vraiment beaucoup plus en avance, et pour avoir fait des stages là-bas, quand on parle avec eux, on a 20 ans de retard en termes de modulation, notamment par rapport à l'agriculture de précision.